On vous retrouve Eric Johnson et Komi Valentin Mayaba pour la suite. Bonne nouvelle au Togo, recrutement général de la fonction publique, grand espoir pour des milliers de sans-emploi. Avant de parler du Togo, surtout du pays de Eric Johnson et de Komi Mayaba, on continue notre périple au Mali où l'armée détruit une base terroriste dans le nord. Une centaine de terroristes maîtrisés. C'est une centaine plutôt de terroristes maîtrisés, Eric Johnson. Oui, on l'avait déjà dit, c'est un exploit. Encore qu'il faut connaître les, les conditions dans lesquelles tout ça s'est passé. Et comme je le disais tantôt, il faut tout faire pour respecter quand même le droit humanitaire, même en temps de guerre. Il ne faudrait pas qu'après avoir fait tout ça, qu'on dise après qu'il y a eu des exactions, que les gens n'ont pas respecté certains principes, parce que, comme je le disais encore, c'est une question de principe à respecter par la junte au Mali, et mon collègue n'est pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est vrai. Il y a quand même ce fait que si on donnait encore plus de moyens aux forces maliennes, Malien. elles peuvent aller encore plus loin. Malheureusement, comme il le disait, les terroristes sont aujourd'hui dissimulés dans la population. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les renseignements. Il faut trouver le moyen de détecter très rapidement ces terroristes-là au sein des populations pour pouvoir les neutraliser. Vous savez, pendant longtemps, et je crois, c'est un constat, ces terroristes-là maîtrisent mieux le terrain sur lequel ils opèrent, mieux que les forces armées maliennes. Ce qui met en difficulté ces forces armées. Et par conséquent, il faut forcément faire beaucoup de renseignements, partager des expériences de terrain, etc., avec les autres pays aussi pour pouvoir neutraliser ces terroristes. Seule l'armée malienne, quand elle a des moyens suffisants, elle peut faire quelque chose. Mais arriver à bout de ces djihadistes, ces terroristes-là, ça va être difficile. La question se pose encore. On pense également à une force, le groupe russe, le groupe paramilitaire russe, qui serait au Mali pour aider les FAMA à progresser. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que il n'est pas interdit puisque entre la Russie et le Mali, il y avait... c'est-à-dire que la Russie a été depuis longtemps au chef du Mali. C'est eux qui ont formé les forces maliennes. Les militaires maliens ont reçu des formations. Ils ont eu même des avions russes et tout ça là. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème quand le Mali veut ou souhaite ou sollicite les forces russes pour venir quand même les aider dans cette sécurisation. Il y a une nuance. Les forces russes et Wagner. Non, c'est pas la même chose. Vous savez, cette question d'appellation de russe, Wagner, tout ça là, c'est une polémique à mon avis qui n'a pas de sens. Parce que, pourquoi? Non, aujourd'hui nous savons que même quand on qualifie de Wagner ou de force russe, nous connaissons l'origine de Wagner. Wagner, c'est une force russe dans tous les cas. C'est une force russe. Mais c'est un groupe privé. Oui, mais qu'elle soit privée ou qu'elle soit reconnue par l'État russe, là n'est pas là le problème. C'est le résultat attendu que les gens souhaitent. Et s'il y a exaction, on va attaquer. S'il y a exaction, non, c'est la structure même. Est-ce que c'est l'État russe qu'on attaque? Non, c'est la structure. Si aujourd'hui, c'est Wagner qu'on prend, puisque c'est Wagner qui est sollicité. Regarde même au niveau de Centrafrique, non? Quand elle était arrivée, les prouesses que cette force a faites là-bas, aujourd'hui, personne ne peut mettre ça à l'actif de la Russie en disant que c'est comme ça. C'est une force russe, mais privée, qui est venue faire un travail qui est salué par le peuple centrafricain. Non, le problème que cette force soit reconnue par Poutine ou Kremlin ou je ne sais pas qui, c'est que ce que les gens attendent,
C'est le résultat. qu'il faut qu'il y ait du résultat. Nous n'allons pas prédire des choses qui ne profiteraient pas à un pays qu'on vient à sécuriser. Mais ce que je voudrais dire dans ce sens également, moi je dis que la force russe aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. Si le Mali souhaite expérimenter une autre force pour l'aider dans cette lutte-là, qu'on l'expérimente, qu'on ne cesse d'insister pour dire que c'est une force des mercenaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si c'est des mercenaires et qui viennent y produire des résultats, qu'est-ce que l'on attend? Un mercenaire qui vient y produire des résultats, c'est des résultats, vous avez vu, c'est la nature de la personne que vous cherchez. Ce n'est pas ça qui est le problème. Moi, à mon avis, laisser de maintenir ce suspense-là en mettant à l'actif les forces Wagner, enfin les forces russes comme des forces des mercenaires qui ne sont pas, et même que la communauté internationale, même lui aurait peut-être pensé donner, sommer, même le Mali ou je crois le Centrafrique dans ce sens. Moi je dis, la question n'est pas là. Quelle que soit la force qui vient, qu'elle puisse produire des résultats dans un pays, il vaut mieux l'accepter. Pour terminer sur ce sujet également, je voudrais dire à tout le monde que quand nous parlons de sentiments anti-français, je ne pense pas qu'il y a un sentiment anti-français. Parce que l'Afrique est en train de prendre son destin. À un moment donné, ils ont compris que s'il y avait un sentiment anti-français, la plus forte raison, on ne parlerait pas français sur ce plateau. Il n'y a pas un sentiment anti-français. Seulement à un moment donné, les Africains ont compris que les Français les utilisent comme des marionnettes pour assouvir à leurs besoins. C'est justement pour ça que les Africains sortent de leur gond pour dire, mais c'est vrai, ça fait longtemps que nous sommes sous le joug de sous le joug colonial. Nous sommes sortis de là et nous allons pas, vous ne pouvez pas nous permettre de nous appartenir et de ne pas nous exprimer. C'est de ça il s'agit. Maintenant, entre Français, il y a une bonne collaboration. Mais c'est le fait que la France refuse à l'Afrique, surtout française, de pouvoir s'exprimer à elle-même, de lui imposer des situations qui ne sont pas propres à l'Afrique, que les gens disent non, mais trop c'est trop, il faut sortir de ce gond pour réclamer ce qu'il y a à l'Afrique ou à l'Afrique française. Au Togo, la date limite de dépôt des dossiers de candidature au concours général de recrutement des fonctionnaires dans l'administration publique est reportée au 14, c'est quelle date? 14 mars prochain. Alors c'est une bonne nouvelle, recrutement général dans la fonction publique dans votre pays, Eric Johnson. Un grand espoir pour des milliers de sans-emploi. C'est un espoir tout simplement parce que il faut remarquer quand même que le taux de sous-emploi ou de sans-emploi est très élevé dans le pays. Des jeunes qui finissent leurs études et qui se retrouvent sans rien faire, et des jeunes qui font des formations professionnelles qui n'ont rien à faire. Et tout ça, ça fait que dès qu'on parle de concours, tout le monde se rue vers ces concours-là pour pouvoir trouver une place et commencer un job. C'est une très bonne chose, mais il faut reconnaître que ce qui a poussé aujourd'hui l'État à organiser ce concours, c'est par rapport aux ressources humaines qui sont en train de manquer au sein de l'administration. Il y a une bonne partie de ces ressources humaines-là qui est vieillissante. Et donc, il faut forcément la renouveler. Et de l'autre côté, il y a aussi les aptitudes par rapport aux nouvelles donnes au sein de l'administration. Aujourd'hui, nous passons de modèle de gestion en modèle de gestion. Ce n'est plus la même chose. Il faut forcément que l'administration s'adapte à ces nouveaux modèles de gestion. Et donc, ce concours de recrutement va permettre de pallier à tous ces besoins-là de l'administration togolaise. Par contre, je dis, il y a un problème fondamental dans notre société, c'est
et que la jeunesse doit comprendre que il faut trouver un moyen, de s'auto-employer après ses études. Parce que, d'ailleurs... Il faut des moyens de base, non, c'est ça. Pas forcément, mais on peut ouvrir un autre débat sur les curricula aussi. On va ouvrir un autre débat également sur le modèle de formation aussi dans le pays. Et donc, est-ce qu'on nous forme pour pouvoir nous prendre en charge? Est-ce que les jeunes, quand ils sont encore dans les études, est-ce qu'ils font des stages qui leur permettent d'ouvrir d'autres champs après leur formation? Tout ça, c'est des débats qu'on peut mener autour de l'emploi dans le pays. Mais je pense qu'on a besoin d'à peu près, ils ont dit 2715 à peu près. 2725. 25 emplois à donner. Mais vous allez voir qu'il y aura plus de 50 000 postulants. Mais comment ça va se faire? On va éliminer des gens. Alors, on passe par des présélections, oui, tout ce que cela comporte. Ça veut dire que aujourd'hui, les jeunes veulent faire quelque chose. Mais parfois, nous parlons trop de moyens aussi. Mais nous-mêmes, de quelle manière nous formons ceux qui sont avec nous? Qu'est-ce que nous donnons pour que demain, les jeunes puissent se prendre en charge? Parce que l'État-providence, nous le disons toujours, n'existe plus, nulle part. Avant, dès que tu finis tes études, tu trouves automatiquement un job, un travail dans l'administration. Et comme le disait un député togolais, moi, quand on m'a mis à l'école, mon papa m'a dit, finis vite tes études, l'État va te donner un bureau. Et c'est ce qu'il a suivi, il a fini ses études, on lui a donné un bureau et il a commencé par travailler. Et donc, aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu peux faire n'importe quelle formation, mais ce n'est plus à l'État de te donner le travail. C'est à toi-même. Mais il faut commencer quelque part. J'ai été surpris d'entendre, par exemple, dans un pays frère, que des doctorants demandent à leur État de leur trouver de l'emploi parce que depuis qu'ils ont fini, ils sont là, ils ne font rien. Mais c'est extrêmement grave. Je dis, mais avec tout ce que vous avez fait, jusqu'à ce niveau, aussi de les accompagner, Eric Johnson. Oui, il faut l'accompagnement. On ne refuse pas. C'est peut-être ce qui manque aussi. C'est ce que je disais au début, que l'État doit ouvrir des voies pour que les jeunes puissent se prendre en charge après leur formation. Alors, c'est non seulement un grand espoir, mais une bonne nouvelle pour des milliers de sans-emploi, même si on parle de 2725 récipiendaires. On sait, les gens vont sortir comme Valentin Mayaba, mais 2725 seront, disons, élus, entre griffes. C'est un dossier qui est vaste. C'est un dossier qui est vaste parce que d'abord, quand on apprend la nouvelle comme ça, c'est déjà une joie pour nous qui sommes des parents. Parce que nous avons des jeunes frères qui vont passer ce concours depuis longtemps. Certains ont fini et ils cherchent de l'emploi, ils ne trouvent pas. Bon, il faut attendre forcément que l'État organise un concours pour voir si je peux le passer. Et avec des difficultés que vous connaissez parce que ce n'est pas un seul candidat. Vous l'avez dit, il a dit plus de 50 000 candidats. Parmi dans ceux, tout le monde est bon, mais également on ne peut pas prendre tout le monde. Donc comprenez que déjà dans ce Méli-Molo, on va toujours jouer sur certaines fibres que je n'arrive pas à apprécier. Donc ici, la question... C'est à toi d'apprécier. Non, la question d'organiser le concours, c'est bien. Ça, nous le saluons. Maintenant, l'autre aspect, c'est que les postulants, c'est-à-dire que les candidats qui y vont,
pour qui participe à ce concours. Vous savez, le grand problème dans notre pays, c'est que les gens doivent comprendre que l'État n'a pas les moyens pour employer les gens. Actuellement, l'État n'a pas les moyens pour employer les jeunes. C'est pourquoi, entre-temps, quand on avait mis des programmes de l'employabilité des jeunes, ils avaient un programme dans ce sens-là, l'employabilité des jeunes, et qui avait été initié, je crois, par FAES, il y avait FAES, il y avait pour organiser, c'est-à-dire amener des jeunes à s'auto-employer. Alors, à un moment donné, les gens, on vous donne des modules de formation, vous finissez, après on vous dit qu'il y a un prêt, enfin il y a une mutuelle là qui est créée dans ce sens, vous avez fait un prêt, on vous suit après. À un moment donné, on n'entend plus parler. Où est partie cette structure? Ou même les enfants qui s'étaient postulés, puisque moi-même j'ai vu des jeunes qui s'étaient allés former en agriculture dans des fermes quelque part. Après, ils se disent qu'il faut aller dans telle microfinance qui va accompagner le projet. Les gens sont allés, on leur a donné de l'argent. Après, ils ont eu de la difficulté pour rembourser ce prêt. Ça veut dire qu'il y a... C'est combien les gens parlent de 30 000? Non, ce n'est pas ça. Ok, Je parle de 2,5 millions. 2,5 millions. Oui, voilà. Okay. Il y avait cette histoire de 2,5 millions. FNFI, c'est 30 000. Selon... Et les bonnes dames ont fait aussi pour ça. Pour les 30 000. Ce n'est pas ça. C'est 2 millions. Oui, 2 millions 5, ainsi de suite. Et puis avec des suivis réguliers. Mais à un moment donné, patatran, on n'entend plus parler parce qu'à un moment donné, ces jeunes-là sont poursuivis parce qu'ils n'ont pas pu rembourser ces prêts. Ça veut dire que fondamentalement, il y avait un problème qu'on devait résoudre avant d'aller vers ce domaine-là. C'est-à-dire, il faut former les jeunes d'abord à créer. Quand vous créez, c'est dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que le projet soit périn. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et on s'est hâté, les gens sont allés, l'État a mis les moyens. Aujourd'hui, c'est difficile de rembourser. Maintenant, on revient pour dire, si c'est ça, il faut qu'on prenne des gens, des volontaires. C'est là vient l'ANVT. L'ANVT, c'est quelque chose comme ça, non? On forme des jeunes, l'ANVT, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que l'Agence nationale des volontaires. Voilà, vous avez votre carte, vous quittez. Il y a des structures étatiques même qui vous emploient. Vous travaillez même plus que même ceux qui sont engagés, qui ont des numéros matricules, mais vous percevez que 60 000 francs. Mais 6 mois après, je crois, 6 mois, 1 an, on vous laisse sur le carreau. Nous avons même eu des débats dans ce sens pour dire non, on ne peut pas prendre un jeune conforme, qui est déjà habitué avec l'administration, et on vous dit c'est après tel, on vous laisse, votre sort est réservé où? Tous ces aspects-là, c'est à décrypter. Et donc ici, le concours vient à point nommé. Certes, on va l'organiser. Il a dit un truc ici que je ne suis pas d'accord. Parce que quand moi je fais un peu le tour dans les services, je vois, quand vous allez, les gens dorment. Ça dit que les gens n'ont pas... Il n'y a pas à faire dans l'administration. Ça quoi? Il faut qu'on dise la vérité. Les gens ne travaillent pas. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire que vous allez voir, les gens laissent leur bureau, ils vaguent à leurs occupations, ils créent des trucs, parce que quand ils viennent, tout est morose. Les gens ne travaillent pas. Sauf certains secteurs que nous connaissons qui sont des secteurs prioritaires. La santé, vous ne pouvez pas blaguer. L'éducation, vous ne pouvez pas blaguer. Il y a certains secteurs qui sont des secteurs essentiels. Et là, on a besoin forcément de personnel. Et certains secteurs également, non, les gens ne font pas le travail. Oui, les gens ne font pas le travail. Quand vous rentrez... Et à la fin du mois, ils vont chercher. Et puis, ils laissent le bureau gamin et ils font autre chose. Et c'est l'argent, là, chaque fin du mois, ils prennent l'argent. Ils trichent qui? C'est le c'est le Togolais, c'est nous qui payons leur salaire. Donc, c'est pourquoi je dis que l'État n'a qu'à changer de logiciel. C'est-à-dire qu'en organisant un concours comme ça, il faut, justement, je l'apprécie parce que cette fois-ci, ils ont mis des balises. C'est-à-dire qu'ils ont mis certains... ils ont mis des garde-fous par rapport à ce concours-là, pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne prenne pas des gens bon, peut-être vous allez m'excuser le mot, des gens des têtes seulement qui sont pleines, ou comment on le dit, mais des gens qui peuvent vous donner, des gens qui ont la volonté de travailler réellement. Et puis, il y a un autre aspect qu'il faut relever, parce que les curricula de formation. Aujourd'hui, les gens finissent, on vous demande, vous avez fait quoi? Il dit qu'il ne cadre en rien dans ce pays-là. C'est-à-dire que finalement, on le prend pour le mettre où il n'y en a pas. Donc, tout ça là, il faut repenser à notre... Vous savez, nous sommes au XXIe siècle. Il y a beaucoup de choses qui changent. C'est parce que les gens ont eu, il y a cela, 20 ans, qui sont revenus. Il y a de nouvelles donnes qui arrivent. Donc, par rapport à cela, il faut quand même qu'il y ait des disciplines, des curricula de formation adaptés à notre réalité ou à la réalité actuelle. Donc, pour preuve,
Aujourd'hui, ce concours, vous allez voir tout autour, même, bon, je l'ai dit ici, qu'ils n'acceptent pas les attestations, il faut le diplôme. Ça aussi, ça vient quand même pallier un certain nombre de problèmes, mais ce n'est pas suffisant. Vous allez voir que la corruption ne finit pas. Les gens vont rester quelque part, c'est après qu'on va prendre les noms. C'est que les gens qui sont prêts à travailler, on ne les prendra pas, on ne mettra pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ça même qui ruine l'administration. Aujourd'hui, quand vous voyez voir des secteurs qui ne donnent pas, qui n'est pas productif, c'est parce que ceux qui sont là-bas ne peuvent pas, n'arrivent pas à donner le meilleur demain ou la plus-value. Donc, il faut penser à toutes ces pesanteurs-là. Ils sont recrutés. Ils sont recrutés, ils sont payés, ils ne donnent pas, ils ne produisent pas. Mais bon, ils continuent de prendre de l'argent. Après, c'est pour crier que c'est comme ça. Moi, je dis et je le répète, l'État fait des efforts, mais il manque à faire parce que quand on a parlé de la CFE qui est créée, c'est-à-dire que c'est le centre de formalité des entreprises. Ici, ce n'est pas créer un emploi. C'est-à-dire que vous allez faire des formalités. Vous créez, on vous donne en une seule journée, vous avez votre entreprise. Une chose est d'avoir la carte de création d'entreprise. L'autre, justement, est de s'installer. C'est de ça il s'agit. Parce que quand vous voyez, nous payons. Moi, actuellement, je paye. Par rapport à mon entreprise, je paye. Les fixes, tout ça là, nous payons. Maintenant, quand vous dirigez, vous n'avez pas une notion dans ce sens de création, vous allez avoir votre carte, vous gardez les trucs là-bas. Alors que quand il y a un petit marché qui vient, combien de personnes gagnent les marchés ici? C'est-à-dire que c'est des affinités. Donc, si toi, tu es peut-être recommandé, c'est tel, et puis c'est des trucs pas possibles que moi, je ne peux pas arriver à décrypter tout à l'heure ici. Mais ce que nous demandons, c'est qu'il y ait au moins un œil regardant dans ce domaine-là, pour que ce que nous avons connu de par le passé, puisque c'est après 2009, c'est le deuxième concours de 2008, j'allais dire, c'est le deuxième qui vient. Et donc, il faut forcément qu'on ait des bras valides, c'est-à-dire que des têtes bien. Pas des gens qui vont déserter leur Non, bureau. non, les gens vont là-bas après, ils vont peut-être écrire pour parler de mise à disponibilité, pour aller faire quelque chose. Quand ils finiront, ils vont venir parce qu'il y a des avantages à la fin et tout. Mais l'État doit être regardant là-dessus parce que la ressource humaine est tellement, est tellement grande et la demande est forte. Mais il faut aussi disposer des moyens pour avoir des personnes indiquées à des postes indiqués. Parce que c'est ce qui est important au-delà de tout. C'est-à-dire que cette création d'entreprise, pour finir dans ce sens-là, aujourd'hui, c'est la queue à la bannière. C'est-à-dire que les gens créent des entreprises à un moment donné. Même vous allez voir que c'est les taxes même qui les chassent. Ils n'arrivent même pas à tenir. Ça quitte là-bas. Et puis, il y a toute une situation très complexe dans ce domaine-là. Mais on ne doit pas nous focaliser dans nous. C'est-à-dire qu'à partir des jeunes qui montent, on ne doit pas regarder forcément que c'est l'État qui peut leur donner de l'emploi, eux aussi. Mais l'État doit Johnson être l'a dit tout à souple. l'heure. Voilà, l'État doit les accompagner dans ce sens-là pour que cela ne soit pas un poids écrasant pour même l'État, mais que ça puisse donner des facilités à l'État. Peut-être à partir de ces entreprises aussi, on peut embaucher d'autres. Et ça limite ou ça réduit considérablement le chômage que nous décrions tant dans notre pays. Eric Johnson, il a parlé d'affinité, on parle de 2725. C'est aussi cela le problème du Togo, hein, les affinités, comme d'ailleurs beaucoup de pays en Afrique, quand il y a recrutement dans la fonction publique. Voilà. Vous savez, il ne faut pas. Nous autres, nous sommes des journalistes, nous n'avançons que sur des faits. Et il faut quand même vérifier. Donc il n'y a pas d'affinité. On en parle et ça peut être aussi une réalité. Pourquoi? Parce que vous savez tout de suite, après les concours, vous voyez que c'est des gens d'une certaine localité ou des proches d'une autorité qui réussissent. Il faut le dire, c'est comme ça. Mais personnellement, je pense que ça a été toujours dénoncé. Et si ça continue, ça veut dire que quelque part, ça plaît à quelqu'un. Et il faut forcément trouver un mécanisme pour arrêter ça. Parce que, vous savez, le nombre
de candidats à ce concours de recrutement, le nombre sera très élevé. Oui. Et vous imaginez qu'on ne va pas prendre les meilleurs, mais il disait tout à l'heure que quand vous allez dans certaines administrations, les gens ne travaillent pas. C'est parce que ces gens-là ne savent pas quoi faire. Ils ont été recrutés, mais pas au vrai poste. Par rapport, oui. Ils n'ont pas, Par ils rapport à n'ont leurs peut-être compétences. pas fait ces études-là, ou ils n'ont jamais touché à cette profession, et on vient. Il y a l'éthique aussi qui joue dans oui, cela, l'éthique parce qui que vous ne joue. pouvez pas Et donc, je déserter crois votre bureau. qu'il faut tout faire pour arrêter ça. Oui, parlant justement de ça, je pense qu'il y a aujourd'hui un ministre qui a envie de faire quelque chose. Le ministre de la fonction publique, Le ministre Gilbert Bahara. qui veut arrêter quand même quelque chose par rapport aux gens qui dorment dans les administrations, aux gens qui n'ont pratiquement rien à faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever, vous-même, consciencieusement, vous vous levez de chez vous, vous dites « je vais au boulot » et vous vous asseyez, vous ne faites rien, peut-être vous sortez, vous allez causer, vous marchez et vous revenez chez vous à la fin du mois, vous touchez quelque chose. Enfin, personnellement, je pense que tous ces gens-là doivent être balayés de l'administration. Et comme le veut si bien le ministre Bahara, qui, la dernière fois, a encore mis l'accent sur ce point-là, qu'il trouve alors le bon bout pour pouvoir extirper ces gens-là de notre administration. Personnellement, je pense aussi que vous êtes des confrères, de bons confrères bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'on vous invite, vous êtes toujours là. Eric Johnson, merci beaucoup. C'est moi. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci également à vous, commis Valentin Mayaba. Merci Michel, merci aussi pour l'invitation. Je dis merci également aux confrères. Le débat a été houleux. Le débat c'est très intéressant. Été au beau-fixe. Allez, merci également à vous pour l'attention toujours particulière. Excellente semaine à vous tous. À bientôt.